Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Le gouvernement doit assouplir les restrictions strictes imposées aux rassemblements et aux associations afin de mettre les lois et les pratiques en conformité avec la Constitution nationale et le droit international relatif aux droits humains, a déclaré Clément Nialitsisui, Woul, rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, dans une déclaration à l'issue d'une visite officielle de 10 jours en Algérie. Une attention urgente doit accorder à la situation actuelle de restrictions légales et de poursuites judiciaires à l'encontre d'individus et d'associations en Algérie, a déclaré aujourd'hui l'expert des Nations Unies. L'Algérie doit ouvrir l'espace civique et laisser les voix critiques s'exprimer. Les manifestants du Hirak ont fait preuve d'un esprit civique remarquable, donnant l'exemple au monde sur la conduite de manifestations pacifiques, a déclaré M. Woul. Le gouvernement doit maintenant s'attaquer au climat de peur provoqué par une série d'inculpations pénales à l'encontre d'individus, d'associations, des syndicats, des partis politiques en vertu de lois excessivement restrictives, y compris une loi antiterroriste contraire aux obligations internationales de l'Algérie en matière de droits humains, a déclaré le rapporteur spécial. Dans le cadre de la construction d'une Algérie nouvelle, j'exhorte le gouvernement à abandonner les poursuites et à gracier les personnes condamnées pour leurs implications dans le Hirak. Cela traduira également la reconnaissance du Hirak comme un tournant dans l'engagement de l'Algérie à aller de l'avant, a-t-il déclaré. M. Woul a aussi déclaré que bien qu'il y ait pu constater les efforts entrepris pour améliorer la situation économique de la population, l'Algérie a encore du mal à créer un espace pour la société civile. Il a réitéré qu'un espace civique qui inclut également les voix critiques est essentiel pour améliorer la gouvernance et l'élaboration des politiques publiques et pour construire une démocratie participative durable et inclusive, pour tenir les promesses de la Constitution et du Hirak, et pour remplir ses obligations en vertu des traités internationaux relatifs aux droits humains. L'Algérie doit garantir en droit et en pratique les droits de sa population de se réunir et de s'associer librement, d'échanger des points de vue et des idées et de défendre des intérêts spécifiques, y compris en collaboration avec les partenaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays, a conclu M. Woul. Le rapporteur spécial présentera un rapport complet sur sa visite en Algérie au Conseil des droits de l'homme en juin 2024. Le rapporteur de l'ONU demande aux autorités algériennes de libérer les détenus politiques. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Karim Tabou, opposant politique. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Ahlan wa sahlan, massa al-khair, Azoul. Merci de l'invitation et c'est un grand plaisir que la chaîne Magharibia ouvre un débat sur ce sujet parce que plus que jamais, il est grand temps que les militants, que le peuple algérien connaissent les vérités de ce qui l'entoure et de son vécu. Absolument. Absolument. Merci beaucoup Karim Tabou, merci d'avoir accepté de participer à cette émission et aussi d'éclairer l'opinion publique par rapport à cette question des droits de l'homme. Bien sûr, on va revenir sur ce qu'a dit le rapporteur spécial de l'ONU dans sa conférence de presse, mais aussi j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Issa Rahmoun, avocat vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous par Skype, via Skype, donc depuis Paris. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul, c'est Nassar. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour l'invitation. Mes salutations aux invités,
mais aussi aux téléspectateurs de Maghrébia. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun. On aura le plaisir aussi d'accueillir Ouammar Saoudi, qui est secrétaire aux relations internationales du parti du RCD. Il sera avec nous depuis Alger. Je vais commencer cette émission avec vous, Karim Tabou. Comment peut-on lire ou évaluer cette conférence de presse du rapporteur spécial de l'ONU? Beaucoup de choses ont été dites, mais aussi ceux qui défendent la position des autorités algériennes, ils disent que c'est une bonne chose que ce rapporteur spécial a fait sa visite en Algérie, qui a duré des jours. Il a rencontré des anciens détenus d'opinion ou politiques, mais aussi de la société civile, des personnes de la société civile, des personnes politiques opposantes, comme des personnes comme Ouammar Saoudi, qui est le secrétaire aux relations internationales du RCD. Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Tabou? Bien sûr, il n'y a pas eu de rencontre avec vous personnelle. Tout d'abord, il est important de faire remarquer que l'essentiel des médias du pouvoir ont boudé la conférence de presse, mis à part la chaîne Nahar et un journaliste d'El Moudjahid présent lors de la conférence de presse. Ni la PS, ni l'UNTV et ni les autres organes du pouvoir n'ont assisté à cette conférence. Des événements de moindre importance, des visites de ministres étrangers en Algérie ont été retransmises en direct et parfois occupent l'essentiel des GT de ces chaînes de télévision. Or, la visite du rapporteur spécial, la mission du rapporteur spécial est passée presque sous silence par ces médias. C'est très important de le dire parce que ça donne toute l'ambiance de l'après. Personnellement, j'ai eu au début quelques appréhensions, notamment sur les marges de manœuvre qui seront laissées par les autorités algériennes au rapporteur spécial des Nations Unies, et également sur le plan du déroulé des rencontres et le choix des personnes. Parce que par le passé, nous avons vécu de malheureuses expériences, notamment lors de la venue de missions de contrôle des élections et de quelques missions de parlementaires européens en Algérie par le passé. Cette fois, et pas, c'est-à-dire que habituellement, les autorités actionnent toute une panoplie d'organisations dites de la société civile, mais que nous connaissons très bien. C'est une société civile téléguidée par la police politique et qui tente de soigner l'image du pouvoir. Et pendant de longues années, souvenons-nous que l'Algérie a prétendu auprès des ONG internationales, mais également auprès des instances internationales, a prétendu être le pays du tiers-monde qui compte le plus de femmes au Parlement, par exemple, qui a adopté une législation disons, arrimé aux standards internationaux en matière des droits des enfants et des femmes. L'Algérie a même, Arbonne a suspendu la mise à exécution de la peine de mort. Cette fois, et après plusieurs reports, les autorités algériennes ont finalement accepté la venue du rapporteur spécial des Nations Unies. Et là, il va falloir se poser la question, pourquoi pour les autorités qui ont tout fait pendant de longues années à adresser des barrières quant à la venue des instances internationales sous le prétexte d'immixtion dans nos affaires intérieures, etc. Cette fois, le rapporteur spécial a été autorisé à venir. Très clairement, ce n'est ni de gaieté de cœur que les autorités ont accepté sa venue. Personnellement, et ça reste un point de vue personnel, je pense qu'il y a 3 facteurs qui ont concouru à la visite, à l'acceptation de la venue de ce rapporteur. Le facteur numéro 1, je vais essayer de faire vite, c'est l'élection, et je mets élection entre guillemets, de l'Algérie comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Et le fait de vouloir intégrer les instances onusiennes, il est fait donc obligation à ces États à se soumettre à la discipline onusienne, et donc les autorités algériennes se sont retrouvées gênées de refuser la venue de ce rapporteur onusien. Le deuxième facteur, c'est le fait que la situation des droits de l'homme et des libertés en Algérie
est presque connu maintenant de l'opinion internationale. Des rapports d'ONG internationales, des résolutions, notamment les résolutions des parlements européens, même des débats ont eu lieu dans des parlements étrangers. Je cite l'exemple des débats qui ont eu lieu au niveau des assemblées, notamment au Canada, sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Tout cela a levé le voile sur les mensonges des autorités algériennes, donc qui nécessitaient une visite sur le terrain. Bien sûr, il y a également, et il ne faut pas ignorer cet élément, il y a eu des enquêtes qui ont été menées par des experts internationaux, notamment sur les flux migratoires, sur l'immigration clandestine, et qui ont abouti à l'une des conclusions, parmi beaucoup de conclusions, que les Haragas qui viennent de l'Algérie, par exemple, leur venue est intimement liée à la situation des libertés publiques et surtout au sentiment de désespoir qui existe en Algérie. Le troisième facteur qui n'est pas des moindres, c'est le Hirak populaire qui a, non seulement il a ébranlé le pays, il a mobilisé toute la diaspora algérienne à l'étranger et ces mobilisations ont dû briser les murs de mensonges érigés par le pouvoir depuis d'ailleurs la décennie noire. C'est-à-dire, au fait, la décennie noire a été le rideau derrière lequel le pouvoir s'autorisait tout. Et cette fois, au fait, les manifestations pacifiques tenues pendant plus de 2 années et les manifestations menées par la diaspora dans plusieurs capitales du monde ne peuvent pas être ignorées. Et plus encore, ils ont mis à nu le pouvoir qui, pendant de longues années, comme je le disais, derrière le fallacieux prétexte du maintien de la stabilité et de la sécurité, a suspendu complètement les libertés publiques et il a complètement pris des mesures, des législations contraires à la philosophie des droits de l'homme et contraires aux engagements même de l'Algérie sur le plan international. Avec votre permission, juste pour finir sur ça, je pense que finalement, le rapporteur spécial des Nations Unies est venu, et malgré le caractère non exécutoire, nous le regrettons. C'est-à-dire toutes ces constatations, toutes ces recommandations, tous ces rapports, malheureusement, dans le fonctionnement du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ces décisions-là ne sont pas exécutoires, c'est-à-dire ne sont pas obligatoires à exécuter pour les gouvernements. On a bien vu dans sa conférence de presse que dans un langage diplomatique, il a constaté, je dirais, 3 à 4 choses essentielles et nous devons mettre l'accent sur ça. La première, c'est qu'il a, sans le dire bien sûr, mais nous le déduisons de ses propos, la justice en Algérie est instrumentalisée, d'abord à travers une juridiction liberticide, contraire au principe universel des droits de l'homme, à la présomption d'innocence, et surtout, il a mis en rapport, quand il parle des arrestations, des détenus, etc., il met au cœur de ce débat l'indépendance de la justice. Le rapporteur a bien relevé, rejoignant ainsi l'avis de l'opposition. Souvenons-nous à Nasser Nassar, on a évoqué plusieurs fois avec beaucoup d'invités, et je pense que ceux d'aujourd'hui l'ont certainement évoqué dans les débats précédents, l'article 87 bis, et on a bien dit que c'était un voile derrière lequel se cache le pouvoir pour légaliser ces pratiques de violence, d'intimidation et d'interdiction. Sur la question des détenus également, malgré l'entêtement des autorités algériennes, pendant plus de 3 années, ils ont pratiquement refusé de reconnaître le caractère politique des poursuites engagées contre les militants. Eh bien, on a bien vu le président du Conseil officiel des droits de l'homme dire qu'il n'y a pas de détenus politiques en Algérie. Le chef de l'État lui-même l'a plusieurs fois rappelé qu'il n'y a pas de détenus d'opinion, qu'il n'y a pas de détenus politiques en Algérie. Or, aujourd'hui, le rapporteur a émis une recommandation sur la nécessité de mettre fin aux poursuites judiciaires, mais également de procéder à des mesures par lesquelles les détenus vont être libérés. Sur la question des libertés d'association et de manifestation, le rapporteur a exigé dans un langage également diplomatique, et je reprends ces mots, assouplissement des restrictions imposées aux rassemblements et aux associations et demander que les autorités se conforment au droit international. Le rapporteur, et je finis sur ça, le rapporteur, et je pense que c'est là notre victoire, nous devons être positifs. Personnellement, j'invite tous ceux qui vont intervenir dans ce débat
à semer l'espoir, à dire aux Algériens, voilà, il y a quand même, nous avons fait un Hirak et notre voix n'est pas partie dans le ciel, il a bien eu des oreilles attentives. Donc le rapporteur, et c'est extraordinaire d'abord avouer le caractère pacifique. Absolument. Et surtout l'esprit civique et remarquable du Hirak. Et qui, selon sa propre déclaration, a dit que le Hirak a donné l'exemple au monde. Absolument. Et à contrario, c'est-à-dire à côté, il a exhorté le pouvoir à mettre fin au climat de peur. C'est vraiment une reconnaissance que la politique menée par le pouvoir était une politique de peur. Il a bien dit qu'il faut absolument arrêter les inculpations pénales à l'encontre des individus, d'associations, des syndicats et des partis et annuler toutes les lois excessivement restrictives. Je reprends le mot, les lois excessivement restrictives et notamment l'article 87 bis. Je finis. Il est important de rappeler que le rapporteur il a été nommé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Personnellement, ma conclusion est la suivante. Le rapporteur a acté une chose qui est simple. Le Hirak représente l'espoir, le pouvoir représente la peur, la restriction et l'arbitraire. Voilà en 2 mots ce que je crois être la synthèse de ce rapport. Le Hirak représente l'espoir, le pouvoir représente la peur et la restriction, et je pense que la voie est bien tracée pour aller vers un avenir meilleur. Très bien. Très bien, Karim. Reste avec nous. On va donner la parole à Maître Issa Rahmoun. Maître Issa Rahmoun, qu'est-ce que vous en pensez de cette conférence de presse sur la forme, mais aussi sur le fond? Vous avez entendu l'analyse de Karim Tabou, mais aussi on va revenir sur la question du Hirak et on aimerait terminer cette émission avec un point d'espoir, si on peut dire, par rapport à la situation de notre pays. Mais par rapport à l'article 87 bis, on écoute M. Voul et je reviens à vous très rapidement. Et j'estime qu'aujourd'hui, avec les textes qui régissent encore la liberté d'association de réunion pacifique, en l'occurrence l'article 87 bis, que j'estime être un article du Code pénal, est un article qui n'est pas très favorable, ou qui n'est pas, qui est un article dans lequel on peut tout mettre. Et dans mes échanges avec les différentes parties, beaucoup m'ont dit d'ailleurs, je ne veux pas critiquer parce que je pourrais tomber sous le coup de l'article 87. Mais pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, apporter atteinte contre les institutions, ou critiquer les institutions. Donc tout peut être dit dans cet article et je l'ai réitéré au gouvernement, c'est important. Dans cet esprit de construire une nouvelle Algérie, d'enlever ce type de dispositions qui, d'après moi, encourage l'autocensure. Parce que vous ne pouvez pas parler tout simplement, vous ne voulez pas, parce que vous ne savez pas exactement. Et je leur ai dit, le Comité des droits de l'homme et les textes internationaux prévoient clairement qu'il est important que lorsque les lois sont élaborées, que ces lois soient claires, à telle enseigne que l'individu puisse savoir clairement quel est le comportement qui pourrait constituer un délit. On a entendu donc M. Voul par rapport à la question de l'article 87 bis, Maître Issa Rahmoun. On en a parlé ici à Al-Maghribia dans plusieurs émissions. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Issa Rahmoun? Merci, Sénassar. Pas que l'article 87 bis, parce qu'au départ, il faut savoir qu'avant que l'Algérie ne soit candidate au Conseil de sécurité des Nations Unies, elle est actuellement membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et ce conseil, c'est lui qui mandate les mécanismes, ce qu'on appelle les mécanismes des Nations Unies, les groupes de travail ou les rapporteurs spéciaux, comme c'est le cas de la discussion d'aujourd'hui. Le rapporteur spécial sur la liberté d'association, de réunion et de manifestation pacifique est un mandat assez spécial. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un mandat politique.
il touche à l'indépendance de la justice, il touche à la détention arbitraire, il touche à plusieurs axes dont les mandataires de ces missions spéciales rendent compte au Conseil des droits de l'homme. Ce dernier, dont on sait tous que l'Algérie fait partie pour le mandat 2023-2025 du Conseil des droits de l'homme. Il faut dire aussi qu'il n'y a eu aucune visite depuis 2016 à nos jours, c'est-à-dire 7 ans, aucun rapporteur spécial des Nations Unies n'a franchi le pas pour visiter dans son mandat spécial, qu'il s'agit de la torture, qu'il s'agit du logement, de l'accès à l'eau, des migrants, des réfugiés, des droits des enfants, de la situation de la femme, de tous les mandats et de tous les rapporteurs spéciaux. Aucun rapporteur spécial n'a franchi le pas et atterri en Algérie pour une visite officielle. Avant d'évoquer votre question, j'aimerais qu'on revienne. Nous, à la FIDH, on est très, très optimistes dès le départ. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, d'un rapporteur spécial qui est un politique redoutable. Je dis ça et je pèse mes mots. Il s'agit d'un Togolais, donc c'est un Africain, qui était nommé à ce poste en mars 2018 et qui a vu ses demandes de visite pour l'Algérie à chaque fois reportées, voire annulées, refusées par le régime algérien. Mais avant qu'il soit rapporteur spécial pour la liberté d'association, de manifestation, son mandat actuel, et il faut rappeler qu'il était aussi dans le service international pour les droits de l'homme en Afrique, qui soutenait les défenseurs dans les pays africains en transition démocratique. Mais pas que, parce qu'il était aussi directeur du plaidoyer en Afrique pour la même structure, à savoir l'ISHR. Sans oublier qu'il avait un parcours militant. Il était secrétaire général d'Amnesty International, un éminent juriste. Et c'est une personne qui a créé la coalition. Il a aussi, dans sa conférence de presse, excusez-moi, il a aussi félicité la coopération des autorités algériennes. La coopération, écoutez, dans le langage diplomatique, il ne faut pas confondre. Raymond Voul, ce n'est pas un opposant algérien. Ce n'est pas le militant de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Il n'est pas cadre de rage. Ce n'est pas un moudjahid algérien. Il s'agit d'un citoyen, d'un expert qui est mandaté pour une mission. Moi, je dirais que c'est l'arbitre entre le langage, le discours du régime algérien pour cacher le nombre important de détentions arbitraires, le nombre important de détenus politiques, le nombre important des organisations de la société civile qui sont dissoutes. D'ailleurs, il annonce dans sa conclusion, dans son communiqué de presse, que les autorités algériennes, et là, on se pose la question, déclarent que 137 475 associations existent en Algérie et que 1977 associations sont de caractère national. Pour moi, qui est militant de la société civile, cadre de la ADDH dissoute, je n'ai pas carroisé ces 1977 associations qui travaillent au profit de la question des droits de la personne humaine. Donc, pour revenir à la question, non seulement, parce qu'il faut lire entre les lignes, c'est très important, je dirais que c'est une victoire, non seulement pour la société civile, non seulement pour les militants, non seulement pour les détenus d'opinion, non seulement pour l'opposition, non seulement pour le Hirak, mais aussi c'est une victoire pour le peuple algérien. Aujourd'hui, nous avons un arbitre. Il y a un arbitrage qui est là. Le langage diplomatique, comme l'avait si bien dit et résumé Karim Tabou, le langage diplomatique
veut que le rapporteur spécial ait des mœurs, des traditions dans le langage diplomatique, mais dans les faits, dans les déclarations les plus importantes, quand il dit qu'il y a effectivement des journalistes qui sont incarcérés pour le fait d'avoir exercé, avoir l'audace d'avoir une opinion. Quand il dit que l'article 87 bis du Code pénal est l'épée de Damoclès qui empêche aujourd'hui tout activiste, tout militant politique qui s'autocensure, voilà le degré suprême de la dictature d'un régime autoritaire qui impose à un citoyen, pas un moudjahid, parce qu'il faut faire la différence. J'ai vu des commentaires sur sa conférence de presse où des amis étaient très négatifs dans l'analyse, dans la manière de voir sa conférence de presse. C'est légitime, parce qu'on n'est pas très rompu à ces pratiques de visite de rapporteur spécial. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'en novembre, il y a aussi un rapporteur spécial qui a émis une volonté de visiter l'Algérie, c'est le rapporteur spécial sur les défenseurs. Il faut inviter le maximum de rapporteurs spéciaux. Pourquoi? Très bien. Parce que l'Algérie est membre du Conseil des droits de l'homme. Aujourd'hui, ces mêmes experts, ces mêmes rapporteurs spéciaux sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme. Si on invite, si la société civile, que ce soit dans la diaspora, dans le pays, des personnalités politiques, des groupes de citoyens, arrivent à inviter le rapporteur spécial sur la justice, les magistrats et les avocats, ils vont voir les textes régissant la profession d'avocat ou le Conseil national de la magistrature, ils vont se rendre compte de la supercherie. Cela, ça veut dire quoi? En termes de discours vendus à l'international par les autorités algériennes et en termes des traités PIDESC, que l'Algérie ne respecte pas ses engagements, ce qui la déclasse en termes de classement d'un pays en voie de développement démocratique vers un pays qui est plutôt autoritaire. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. On a été rejoint par Abdelwahab Fersaoui, militant politique, mais ancien aussi, président de l'association RAJ, qui est avec nous depuis Alger. C'est Abdelwahab Fersaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Abdelwahab. Ah, on ne vous entend pas, c'est Abdelwahab. Je pense que vous avez le micro qui est... Ah, c'est Abdelwahab. Ah, on va régler le son très rapidement, c'est Abdelwahab Fersaoui. On va revenir à vous très rapidement. On me dit aussi que M. Ouammar Saoudi, qui est secrétaire aux relations internationales du RCD, qui est avec nous aussi. Ouammar Saoudi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne. Bonsoir, c'est Ouammar Azoul Fillah. C'est Ouammar, comment peut-on lire donc cette conférence de presse et cette visite aussi du rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme? Vous avez entendu Karim Tabou qui nous a dit que c'est une très très bonne chose. Nous devons être positifs de cette visite, mais aussi il a parlé que le Hirak représente l'espoir et le pouvoir représente la peur et la restriction, pour synthétiser, si on peut dire, cette visite et cette conférence du rapporteur. Comment vous, au RCD, vous avez donc trouvé cette visite du rapporteur, rappelant que vous l'avez rencontré personnellement, Ouammar Saoudi? Oui, je l'ai rencontré avant-hier, oui. Écoutez, bon, je peux Absolument, vous avez la parole. Écoutez, bon, moi j'ai fait de la route, je n'ai pas lu la déclaration du rapporteur, ni suivi la conférence de presse, mais comme vous avez dit, j'ai eu à m'entretenir longuement avec lui. Et maintenant, est-ce que la visite est positive? Moi, je pense que l'espoir, c'est d'abord ceux qui luttent. C'est-à-dire que ce rapporteur ne tombe pas du ciel.
Ce rapporteur est là parce qu'il y a des gens qui se sont fait arrêter, des partis politiques qui sont battus, dont certains sont dissous, des associations, il y a des gens qui ont été emprisonnés, il y a des gens qui ont essayé de faire des conférences, il y a eu des interdictions. Donc, en fait, l'espoir est là. L'espoir est là, ça veut dire que il y a des franges importantes de la société, bien sûr. Beaucoup étaient des acteurs du Hirak, mais qui continuent effectivement à refuser la dictature, à refuser la confiscation des droits. Et c'est ça l'espoir. Et cet espoir, il est effectivement, il est là. Maintenant, on va voir sur le terrain. Je vous donne une information. Nous devons organiser une université d'été à Batna les 28, 29 et 30 de ce mois. Septembre. Ben oui. Oui, voilà, juste pour préciser. L'endroit, donc c'est le site donc que nos militants à Batna ont visité, ils ont eu l'accord pour cette université d'été, et il y a 2 jours, on reçoit une missive disant que le site est maintenant en travaux. Bon, alors vous voyez un peu, c'est la même chose que en septembre passé ou en octobre, je ne me souviens pas, on devait faire une université d'été à Asfoun. Au départ, on nous a invoqué le fait que la date correspondait au partiel, parce qu'il y avait une élection partielle, et que c'était uniquement cette question, et que si on décalait d'une semaine, ça marche. On a décalé, et nous avons essayé un refus. Donc, c'est tous ces gens-là qui se battent sur le terrain, en fait, qui sont à espoir. Mais aujourd'hui, bon, il est là, le rapporteur. Il est là. Mais qu'est-ce que vous avez dit au rapporteur, M. Ouammar Saoud? Alors, il y a des choses que je peux dire. Oui, bon, par exemple, évidemment, je ne vais pas commenter toutes les absolument. Les 2 questions que j'ai entendues, bien sûr, le 87-10, etc., etc. Mais, par exemple, moi, j'ai longuement discuté avec lui, tout en dénonçant la loi sur les syndicats. Donc la loi qui est déjà passée, donc c'est une loi en fait qui ligote totalement le syndicat, y compris dans les réunions internes, et qui restreint le droit de grève. Alors vous savez bien que il y a en préparation une loi sur les associations et une autre loi sur les partis. Sur l'activité des politiques, sur les partis. Oui. Le rapporteur, en fait, il a vu évidemment le parti gouvernemental. Et on lui a dit que la constitution algérienne, c'est un droit, elle est déclarative. Donc, dorénavant, on va se conformer à la constitution et donc pour que les associations et les partis et les syndicats, etc., soient agréés de façon déclarative. Mais c'est faux. J'ai attiré son attention parce que moi j'ai des éléments de ces lois. Alors qu'est-ce qu'ils disent ces lois? C'est effectivement déclaratif. Mais pour arriver à la déclaration, il y a en amont, par exemple, pour les associations, vous devez être présent sur une quarantaine de wilayas. Vous devez avoir une centaine de militants dans chacune de ces wilayas. Vous devez tenir des assemblées générales avec huissiers dans chacune de ces wilayas. Ensuite, vous allez y aller vers l'assemblée générale, donc constitutive. Et si vous réunissez tout ça, vous voyez bien, vous demandez dans une situation comme ça, vous demandez par exemple à une association de réunir une centaine de militants dans une wilaya de l'intérieur avec un huissier sous la surveillance des services de sécurité, vous comprenez bien que seuls en fait les associations non autonomes, comme le chiffre qu'il a donné, des 10 000 ou 20 000, ils peuvent toujours dire 10 000, 20 000, mais c'est des associations maison. Mais donc, pour ce qui est des associations autonomes, en fait,
En fait, bon, c'est un système déclaratif, mais en amont, vous devez faire un parcours du combattant. Pour les partis, c'est la même chose. Et la loi, donc, elle n'est pas encore discutée, mais elle va être discutée certainement dans cette session. Vous avez, par exemple, pour les partis, vous devez être présent 200 militants sur 40 wilayas. Vous devez réunir des assemblées générales sur 30 wilayas de 20 militants avec un huissier. Vous devez, évidemment, vous devez donc faire, comment dirais-je, vous voyez un peu tout l'argent qu'il faut mobiliser si vous faites tout ça. Si vous faites tout ça, et les services de sécurité, vous savez comment ça se passe. Vous prévoyez une assemblée générale, la police politique ou les agents des services intimident 3 ou 4 dans une wilaya, personne ne vient à l'assemblée générale. Vous comprenez? Absolument. Il a soulevé ça aussi dans sa conférence par rapport à la différence des textes. J'ai une longue discussion avec lui. Je lui ai dit ça sort de la tête d'un génie maléfique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a que chez nous ça se passe. On affiche, c'est déclaratif. Mais vous déclarez quoi? Le déclaratif, c'était par exemple la constitution au début des années 90. C'est effectivement déclaratif. Vous avez les membres fondateurs, une quinzaine, une vingtaine, vous déposez. Ça, c'est effectivement déclaratif. Mais s'il faut réunir une partie de l'Algérie pour faire une association, ce n'est plus déclaratif. Donc voilà un peu sur très bien. Restez avec nous, Ammar Saoudi. Restez avec nous. On va donner la parole à Abdelwahab Farsaoui, qui est ancien président de l'association RAJ, militant politique aussi. Abdelwahab Farsaoui, bonsoir, rebonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est Abdelwahab, marhaba bik. Bonsoir, merci de l'invitation et je salue aussi les invités et les téléspectateurs. Merci beaucoup, c'est Abdelwahab. On est très ravis de vous avoir après combien de temps d'absence, c'est Abdelwahab. C'est Abdelwahab, comment vous avez trouvé donc cette conférence de presse du rapporteur spécial de l'ONU, rappelant que vous l'avez rencontré aussi, Abdelwahab Farsaoui, et que votre association que vous avez présidée, l'association RAJ, a été dissoute par les autorités algériennes. Votre réaction? Bon, effectivement, je l'ai rencontré, j'ai rendu public cette rencontre à travers un petit texte. Pourquoi je l'ai fait? Parce que le pouvoir en place nous pousse, en tant que militants, à une forme de clandestinité, à une forme de l'autocensure. Donc, j'ai pensé que c'est de mon devoir de rendre public cette rencontre parce qu'on est des militants, on agit en toute transparence, en toute liberté et on n'a pas à nous rougir de ce qu'on fait parce qu'on est des militants, on défend la liberté, la démocratie en Algérie. Sinon, pour la rencontre, moi j'ai suivi la conférence de presse, même j'ai lu sa déclaration préliminaire. Je trouve, moi je suis positif, je trouve que la rencontre et la conférence de presse c'est bonne. Les résultats, le contenu de cette déclaration est relativement bon. Personnellement, je n'attends pas plus que ça. Il a été à la hauteur, il a transmis, il a écouté parce qu'il a rencontré des gens, beaucoup de gens un peu partout au niveau national. Même c'est quelqu'un qui a suivi la situation des droits de l'homme et de la liberté en Algérie depuis longtemps, donc il connaît la situation. Et ce qu'il a dit dans sa conférence et même ce qu'il a rapporté dans son communiqué, c'est des choses qui ont été dites par tous les Algériens, par beaucoup d'Algériens, par des militants. Malheureusement que... Mais le fait que ça soit dit par le rapporteur de l'ONU, l'expert, est-ce que vous pensez que c'est un poids aussi, surtout à l'échelle internationale? Abdelwahab Farsaoui? Non, le fait, ça veut dire qu'il est venu en appui de ce que nous avons dit, de ce que nous avons revendiqué depuis
ça fait longtemps, pour moi, c'est quelque chose qui ne peut nous réjouir. Donc, ça nous donne raison. Donc, ça va encore renforcer notre cause, notre lutte pour la liberté, pour le respect des droits de l'homme et pour la démocratie en Algérie. Donc, elle est là. C'est un coup pour moi, c'est un soutien pour renforcer déjà les militants qui sont sur le terrain. Parce que ce qui est aujourd'hui le travail fait par le rapporteur spécial, et j'espère bien que d'autres rapporteurs, parce qu'ils sont prévus, il y a d'autres rapporteurs qui vont venir, vont faire la même chose, ça veut dire suivre la situation en toute transparence. Donc c'est un travail qui va renforcer notre engagement, notre lutte à l'avenir pour la liberté, le respect des libertés, et pour aussi pousser, faire pression sur le pouvoir algérien d'accepter, d'honorer ses engagements au niveau international. Après la visite, il faut dire que la visite a dérangé, ça veut dire qu'elle n'a pas été la bienvenue pour le pouvoir algérien. De mon point de vue, le pouvoir algérien a été contraint. Il y a beaucoup d'éléments qui ont poussé à ce que le pouvoir en place ne peut pas refuser une autre fois la visite des rapporteurs spéciaux. C'est pas normal de refuser la visite des rapporteurs spéciaux alors qu'ils siègent au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, alors qu'il est membre au niveau du Conseil de la sécurité, et aussi l'Algérie a été examinée récemment, au mois de novembre passé, par les PU. Donc là où beaucoup de pays ont fait des recommandations importantes, parmi ces recommandations, c'est bien d'accepter, d'autoriser la visite des rapporteurs spéciaux. Et aussi, j'ai remarqué que cette visite n'a pas été médiatisée convenablement par les médias, soit publics, soit des télévisions privées. Donc il y a cette tentative, cette intention ça veut dire de cacher, de ne pas mettre en avant cette visite importante et que je trouve importante. On attend maintenant la déclaration, le communiqué final, le rapport final qui peut être publié, je pense, d'ici juin 2024. Voilà, donc je termine aussi de dire que cette visite, le contenu de cette déclaration reflète l'échec de l'approche prônée par le pouvoir depuis le début de Hirak, la gestion ou la politique suivie par le pouvoir durant la période du Hirak, ça fait maintenant 4 ans. Donc 4 ans après, la situation n'a pas changé. Au contraire, ça se dégrade en matière de liberté, en matière des droits de l'homme, en matière d'acquis démocratiques arrachés par des luttes des générations de militants. Donc il est temps aussi pour nous de voir comment nous organiser, comment capitaliser toute cette énergie pour la liberté, pour le respect des droits de l'homme en Algérie, pour un avenir prospère et démocratique. Très bien. Vous avez parlé de comment capitaliser. C'est une question que je voulais vous poser aussi, Abdelwahab Fersaoui. On va écouter ce qu'a dit le rapporteur spécial de l'ONU par rapport à la question du Hirak. On l'écoute et je reviens à vous très rapide. Dire aussi que, comme vous le savez, ma visite se situe aussi dans le cadre ou dans un contexte où en 2019 on a eu un mouvement, une aspiration du peuple à travers le mouvement Hirak, où les Algériens se sont manifestés dans la rue, massivement d'ailleurs, pour demander un état de droit, plus de liberté, plus d'opportunités économiques, plus d'espace de la société civile pour s'exprimer. Et ces aspirations, elles sont légitimes. Elles font partie de l'obligation de tout État d'offrir à sa population, à sa société civile, l'espace nécessaire pour participer à la construction du pays, à la fois sur le plan démocratique, développement. Et ce pays, d'ailleurs, comme vous le savez, a un passé. Abdelwahab Fersaoui, vous avez entendu les déclarations
du rapporteur par rapport au Hirak. Karim Tabou était avec nous dans la première partie de cette émission. Le Hirak a dit le Hirak représente l'espoir, le pouvoir représente la peur et la restriction. Vous avez parlé de comment capitaliser toute cette énergie. Comment peut-on capitaliser dans un moment difficile que vit notre pays? Vous avez parlé de répression. La situation elle est très difficile. Personne ne peut nier ça. Donc la situation que l'Algérie vit aujourd'hui, on ne l'a jamais vécue. Donc même durant les années 90, là où il y a du terrorisme, il y a des conférences, il y a des débats, il y a des partis politiques qui activent, des marches, des rassemblements, de la presse quand même libre. Mais actuellement, malheureusement, il y a la remise en cause de ces acquis démocratiques. Normalement, le Hirak, avec ce mouvement extraordinaire qui a suscité ça veut dire l'admiration du monde entier, il va renforcer la dynamique, il va venir avec un nouveau déclic, soit sur le plan politique, soit sur le plan associatif, syndical et médiatique. Donc de nouveaux partis politiques, de nouveaux syndicats, de nouvelles associations, de nouveaux médias, et avec des approches différentes, avec une touche différente, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc même ce qui existait auparavant, il est menacé, c'est pour ne pas dire, il reste pas grand chose. Aujourd'hui, je pense après 4 ans du Hirak, il est temps effectivement de faire des bilans, de tirer des enseignements de ce que nous avons fait. Moi, je n'aurais pas une ambition un peu démesurée de demander grande chose, mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous, comme on peut capitaliser, il y a quelque chose qui peut nous rassembler. C'est les questions de la liberté, parce que dans le discours officiel du pouvoir à tous les niveaux, il nous parle de développement, il nous parle de la main, ça veut dire de renforcer le front interne et tout. Bon, c'est des concepts, on est d'accord, mais malheureusement, avec l'utilisation exagérée, ça commence à les vider de leur sens et de leur substance. Le front intérieur ne peut être renforcé que par l'établissement d'une vie politique normale et le rétablissement des libertés démocratiques. Donc, c'est bien que tout le monde, dans notre diversité, dans notre pluralité, dans nos divergences, le minimum, on peut se mettre d'accord, c'est un travail autour des questions des libertés démocratiques et des droits, exiger à ce que les libertés démocratiques et fondamentales seront respectées, notamment la liberté d'association, de réunion, de rassemblement, d'expression et de presse, les libertés individuelles, permettre aux partis politiques d'exercer leur travail. Donc ça, c'est des choses qui sont primordiales pour qu'il y ait une vie politique normale. Et un travail dans ce sens qui rassemble toutes les forces vives et démocratiques peut ouvrir un horizon et peut ouvrir des débats importants dans la société pour voir un avenir un peu clair, un horizon clair. Je pense que ça sera une étape importante. Si on franchit, réussit cette étape autour de ces dénominateurs communs, sur lesquels on ne devrait pas se diverger normalement, je pense qu'on aura de visibilité, d'opportunité pour parler d'autres choses. Merci beaucoup. Désolé, je vous ai pressé parce qu'on me dit le temps de l'émission est terminé. Très rapidement, Maître Issa Rahmoun, je vous laisse le mot de la fin. On a perdu Karim Tabou, mais aussi Ouammar Saoudi. Très rapidement, Maître Issa Rahmoun, on va bien sûr organiser d'autres émissions par rapport à cette conférence de presse et j'aimerais aussi que vous soyez avec nous pour nous éclairer par rapport à la question des droits de l'homme. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur la question de capitaliser? Vous avez entendu donc les paroles de Abdelwahab Fersaoui dans un moment que vit notre pays. Certes qu'il y a un espoir quand on entend M. Woul parler du Hirak. On se dit aussi la responsabilité de cette opposition, de l'élite algérienne face à ce moment difficile que vit notre pays. Très rapidement, Maître Issa. Oui, avant ça, je tiens à préciser que les autorités algériennes ont fait rencontrer au rapporteur spécial des ministres du gouvernement algérien. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, le conseiller du président.
Il a rencontré le ministre de l'Intérieur. Pourquoi lui faire rencontrer le DGSN? C'est une question qui se pose. Pourquoi ne pas lui faire rencontrer le responsable de l'ordonnance 175-19 qui attribue les pouvoirs judiciaires à la police militaire? C'est une question qui se pose. Quand on voit les gens que le rapporteur spécial avait rencontrés, que le régime algérien lui a fait rencontrer, on s'aperçoit très nettement qu'il y a une orientation dans la mission. Mais bon, laissons ça de côté pour dire en fin de compte qu'aujourd'hui, le rôle de la société civile, de ce qui reste comme société civile en Algérie, le rôle de la société civile dans la diaspora, mais pas que, parce qu'il y a des ONG internationales, il y a des organisations internationales qui ont contribué dans le rapport de soumission dont on fait partie en tant que FIDH, le réseau Euromed, le Cairo Institute, Riposte International, le CFDA, des experts comme Mouloud Boumrar et Messensen Cherbi. Beaucoup d'experts et beaucoup d'ONG ont participé à une soumission. Notre rôle aujourd'hui, c'est de poursuivre ce travail jusqu'à juin 2024 en alertant sur les situations, parce qu'il y a quelque chose de très important que le rapporteur spécial avait signalé, que depuis la Constitution de 2020 jusqu'à 2023, il y a un excès dans la temporalité. 3 ans après, il n'y a pas de standardisation, il n'y a pas de cohérence dans l'aspect légal, dans la législation chez les parlementaires. Et à travers cela, on comprend une chose, que le régime algérien veut en découdre. C'est comme le régime russe veut en découdre. D'ailleurs, les mêmes procédés, des solutions de Viasna, des solutions de Mémorial, de la fondation, d'une fondation très importante en Russie dernièrement. Il s'agit de mettre à part toute la société civile et puis vendre une image à l'extérieur d'un développement économique. Aujourd'hui, on est devant une situation que l'élite se prenne en charge, assume son rôle d'élite, que l'opposition et la société civile se prennent en charge. Merci beaucoup, Maître Aïssa Rahmoun. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie mes invités, Karim Tabo, Ouamar Saoudi, secrétaire aux relations internationales, Maître Aïssa Rahmoun et Abdelhab Fersaoui, l'ancien président de l'association ORAJ. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.